Nous voici donc réunis dans la ville où il y a 120 ans et quelques jours naissait la première confédération syndicale française. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on revienne aujourd'hui concernant effectivement la question de la confédéralisation, bien évidemment. La CGT a, pendant 120 ans, accompagné la constitution et l'extension du salariat. Or, aujourd'hui, on voit que l'existence du salariat est remise en cause par le travail intermittent, par le pseudo-travailleur indépendant, par les formules d'auto-entrepreneur, de contractualisation, etc. Et donc, le syndicalisme en général et la CGT en particulier sont confrontés à des questions sur comment incarner la voix des sans-voix, comment être une force pour ceux et celles qui sont exclus de tout. Ce sont les questions qui se sont posées il y a 120 ans, qui se posent à nouveau aujourd'hui. Ce qui se passe à Limoges en septembre 1895, c'est la seconde tentative de créer une organisation interprofessionnelle nationale. La première a eu lieu 9 ans plus tôt, en 1886, et elle échoue en raison d'interférences politiques, en particulier les guédistes. Et donc, il y a en quelque sorte une volonté de réunir les syndicats qui existent, qui comptent quelques dizaines de milliers d'adhérents à l'époque, au niveau national et indépendamment des professions d'origine. C'est ce que tente le Congrès de septembre 1895. Il le tente, il le réussit, mais en même temps, la structure qui est issue de ce congrès est une structure très fragile. Il y a la seule fonction qui est prévue nominalement, c'est la fonction de trésorier. Pour le reste, on n'a même pas l'idée d'un secrétaire général. Et d'autre part, on a un comité national qui est extrêmement composite et qui est très lourd. L'historien peut, à partir de l'expérience passée du syndicalisme, voir un certain nombre de questions qui se posent au syndicalisme d'aujourd'hui. Il n'a pas forcément les réponses. Ceci étant, il me semble que longtemps la CGT, soit à l'époque du syndicalisme révolutionnaire, soit après la libération, à l'époque des liens et des complicités qui pouvaient exister entre la CGT et le Parti communiste, avait une certaine cohésion idéologique, des références communes. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de syndicalistes révolutionnaires, il n'y a plus beaucoup de communistes, et la CGT est confrontée à la nécessité de définir ses propres positions par elle-même. Et en même temps, elle n'échappe pas à la société ambiante et à l'émiettement des références, à l'émiettement des mobilisations. Comment peut-elle gérer ça ? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pour essayer de répondre à ces défis que pose la recomposition du salariat, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent être discutés collectivement. Bon, d'abord, il y a toute la question, par exemple, pour atteindre les jeunes salariés. On sait qu'aujourd'hui, la précarité concerne l'ensemble des jeunes dans l'entrée dans l'emploi, en fait. Comment faire en sorte que le syndicalisme soit quand même un univers présent, un univers familier pour ces jeunes? Comment s'adresser aussi donc à toutes ces composantes du salariat qui sont précaires dans les administrations, dans les fonctions publiques, dans les grandes entreprises, mais aussi en dehors? Est-ce que dans certains endroits, pour justement répondre à ce qu'est la communauté de travail, le site industriel, le site commercial, est-ce qu'il ne faut pas penser à d'autres types de structures qui permettraient d'intégrer aussi les salariés en situation de précarité? On peut s'appuyer sur du droit syndical. Comment aussi prendre ces ressources-là pour aller vers des secteurs où il y a beaucoup moins de droits syndicaux, pour parfois on parle de parrainage syndical pour aider à construire un syndicat de l'entreprise, pour donner des points d'appui. Et puis il y a la question de la mutualisation, par exemple sur un même site industriel ou d'activité, des grosses entreprises qui vont avoir un CE important avec des ressources, mais aussi par exemple en termes d'activité sociale et culturelle, et puis les salariés des entreprises sous-traitantes qui n'auront pas accès du tout aux mêmes activités sociales et culturelles parce qu'ils sont dans un petit CE ou alors parce qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. L'institutionnalisation du syndicalisme, le danger qui est en cours chaque jour, ce sont les instances représentatives du personnel qui sont complètement fermées dans les réunions d'instances, élues par les salariés. Ce qui est plutôt une bonne chose d'avoir un échange avec l'employeur, mais souvent les salariés oublient, les élus oublient
qu'ils ont été élus par des salariés dans une entreprise. Et cette institutionnalisation met en danger l'activité syndicale au quotidien et met en danger les revendications des salariés. C'est pour ça qu'il est important de revenir à son origine, notamment d'avoir des ERP, c'est une très très bonne chose sur les questions déléguées du personnel, du comité d'entreprise, de CHSCT, dans le public, CAP, CTP. C'est un travail à mener au quotidien qui est important pour que les salariés soient entendus par les représentants du personnel, mais que les représentants du personnel, via les salariés, imposent aussi leur ordre du jour et imposent aussi les revendications au patronat, qui définit trop souvent les ordres du jour dans ces réunions d'instances qu'on appelle l'institutionnalisation des instances représentatives du personnel. La CGT dans 120 ans, ce sera celle qui aura rassemblé tous les salariés autour d'une seule organisation syndicale qui aura ensuite la possibilité de réellement transformer la société pour le progrès social et autour de la sécurité sociale professionnelle et du nouveau statut de travail salarié. Je ne sais pas si je peux l'imaginer dans 120 ans. Ce que je sais, c'est que la condition pour que dans 120 ans on puisse encore parler d'elle, c'est qu'elle sache répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Et à mon avis, ils sont de plusieurs ordres. Il y a toutes les questions liées à la précarité du travail, toutes les questions liées aux mobilités de différentes natures, mobilité géographique, mobilité professionnelle, mobilité de vie au long d'une vie. Et puis le troisième enjeu, c'est la question de la démocratie, c'est-à-dire de faire que, au travers de la CGT, chacun et chacune puisse faire l'expérience de la confrontation avec d'autres, de la décision avec d'autres, pour ensemble trouver les moyens de changer notre situation. C'est ce qu'on appelle la démocratie syndicale. Ce sont les trois principes qui me paraissent essentiels pour que dans 120 ans, nos continuateurs puissent dire bon, dans les années 2015-2020, ils ont fait leur boulot.